Monsieur Marteau, c'est à vous. Très bien, merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre troisième webinaire, un webinaire organisé par la ville de Rouen et soutenu par la métropole Rouen-Normandie, l'adresse, l'ARDES et la CRES, puisque nous sommes dans cette semaine de l'ESS dans le cadre de ce que propose la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire depuis maintenant plusieurs années, puisqu'elle a lancé le mois de l'ESS en France et nous, on participe à ce mois de l'ESS sur Rouen depuis 2014. Et bien entendu, dans le contexte Covid, nous avons dû annuler tous les événements en présentiel. Et donc, le groupe de travail que j'anime et qui réunit de nombreuses structures ESS a donc été très résilient et s'est très vite adapté à la situation et a permis, dans ce travail collectif de coélaboration, a permis d'élaborer ces 5 webinaires. Et donc, ce soir, nous allons parler du rôle de l'économie sociale et solidaire dans la réduction des déchets et les politiques de réemploi. C'est un webinaire qui a été proposé par le réseau des ressourceries normandes, avec donc ce soir la présence de Sophie Courtois, que je salue, qui est la directrice de la ressourcerie Résiste, Mathilde Milot, qui représente l'association Cité Môme, ainsi que monsieur Bruno Anctil, qui représente le collectif normand des ressourceries. C'est eux qui ont travaillé à ce qui va être présenté ce soir. Et je suis très heureux d'accueillir monsieur Gerd Schmidt, qui est directeur général d'Upcycling Bourse et qui est de Hanovre, la ville jumelée avec la ville allemande, jumelée avec la ville de Rouen. Donc, bonsoir, monsieur Schmidt. Je vais dire 2-3 mots en allemand parce que je suis très honoré de votre présence. Donc, willkommen in Rouen und vielen Dank für Ihre Anwesenheit in unsere Debatte. Voilà, donc vous allez pouvoir, monsieur, commencer à parler. Alors, je vais traduire, je vais expliquer économie sociale et solidaire, ESS, ça c'est en allemand, c'est en français, et donc en allemand, Sozial- und Solidarwirtschaft, c'est SSV, voilà, c'est d'autres sigles, et donc il y a aussi de l'économie sociale et solidaire en Allemagne et à Hanovre, et donc monsieur Schmidt, je vous passe la parole, et je suis très heureux de votre présence ce soir. So, jetzt kannst du reden und freut mich, dass du dabei bist. Vielen Dank, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier dabei sein darf und unsere Aktivitäten vorstellen kann. Alors, il vous remercie de votre accueil, de votre invitation et va vous présenter les actions en upcycling qui sont faites à Hanovre. Alors, une petite précision. Merci pour Laure Dreano-Mayer, qui est responsable de l'antenne culturelle franco-allemande d'Hanovre, qui fera la traduction. Merci à elle. Là, je vais faire une traduction résumée de ce qu'il va dire. Ce ne sera pas du mot à mot exactement. S'il y a des germanistes parmi nous, excusez-moi d'avance. Non, mais très bien. Ça ira bien. plus vite surtout. Oui, merci à vous. Allez-y, monsieur. So, jetzt bist du dran. So, il va vous présenter, partager son écran, donc présenter quelques images d'Hanovre. Bien. So, jetzt kannst du reden. Ich nehme an der Konferenz teil, um die ähnlich arbeitenden Initiativen, Unternehmen in Rouen kennenzulernen. Und möglicherweise finden wir ein gemeinsames Projekt zum Thema Kreislaufwirtschaft und Upcycling, Reparieren und all diese Dinge, die jetzt wichtig sind für die Zukunft. Und das soll ein Gemeinschaftsprojekt werden oder es wäre wunderbar, wenn es daraus ein Gemeinschaftsprojekt gäbe mit anderen Partnerstädten von Hannover.
Voilà, alors son intérêt particulier ce soir de vous présenter son travail, c'est plutôt en fait de vous rencontrer, vous, à Rouen, toutes ces personnes qui travaillent dans les ressourceries et dans ce travail de réparation, de upcycling, et d'essayer de trouver avec vous peut-être un ou deux thèmes communs ou projets communs qu'il aimerait mettre en place avec les villes jumelées avec Hanovre, donc Rouen en particulier, mais on pourra voir tout à l'heure s'il y a aussi Leipzig en Allemagne, Bristol en Angleterre, et il aimerait avoir peut-être voilà, un projet commun pour travailler avec vous. Wir sehen hier unser Lager, in dem wir gebrauchte Gebäudebauteile gerettet haben und viele andere Materialien, mit denen wir Workshops anbieten. Voilà, alors là, on voit l'endroit d'où on vous parle, en fait. C'est une photo qui a été prise il y a quelques mois. Donc, c'est le hangar dans lequel tous les matériaux, tous les objets sont rassemblés. On vous parle de cette scène où on voit les personnes en vert derrière. Et voilà, c'est là ce qu'il voulait vous présenter ce soir. Und Workshops beschäftigen sich auch mit Stadtentwicklung. Hier feiern wir zum Beispiel mit einer Initiative den 270. Geburtstag von Goethe im Stadtteil. Alors, il propose pas mal d'ateliers qui sont en lien souvent avec des actions dans la ville aussi. On a vu, il y avait c'était l'anniversaire de Goethe, où ils ont fait un atelier en relation avec cet anniversaire. Wir arbeiten mit kleinen Materialien. Hier zum Beispiel aus einer CD mit einem Korken und einer Kugelschreiberspitze entsteht ein Kinderspielzeug. Voilà, donc un des objets qu'ils font dans les ateliers, par exemple, c'est un CD, un petit un aimant, pas un aimant, un clou au milieu et un bouchon de vin. Et ça, les enfants ont préparé un petit jeu grâce à ça pour eux. Hier ist ein Blick in unsere Werkstatt. Voilà, là, ça c'est l'atelier qu'il vous présente, qui peut accueillir jusqu'à 30 personnes. Wir kooperieren auch gelegentlich mit der Hochschule Hannover. Hier sind Studierende aus der Architektur, erstes Semester. Voilà, et donc il y a une coopération régulière avec les universités d'Hanovre. Là, par exemple, ce sont des étudiants en architecture en premier semestre qui sont venus faire un atelier dans la ressourcerie. Wir arbeiten auch mit Holz und unterstützen kinderreiche Familien, ihre Wohnungen zu verbessern. Alors, il y a un grand travail sur le bois et autour du bois et un travail aussi social où ils aident des familles qui ont beaucoup d'enfants à construire des lits et des objets et des meubles pour chez eux. Das sind Hölzer aus dem Möbelbau von Unternehmen, die für die Messe Ausstellungsstücke herstellen, Messemöbel herstellen. Et là, c'était du bois qui a été récupéré dans des salons. Hanovre est une ville de foires et de salons. Et donc, c'est du bois qui a été récupéré à cet endroit-là, le bois utilisé pour les meubles de salons et de foires. Und wir machen originelle Dinge, indem wir Chipstüten in Streifen schneiden und dann sie klöppeln oder spitze herstellen. Voilà, là c'est de la dentelle, donc c'est mentionné, qui a été faite avec de la dentelle préparée avec des sacs de chips. Voilà, ça donne ces objets que nous voyons sur l'écran, plutôt décoratifs, ou des beaux sacs dorés et argentés qui ont été préparés avec ces sacs de chips. Und wir haben ein spezielles Projekt, das mit der weltweiten Initiative Precious Plastic zusammenhängt. Wir haben Haushaltskunststoffe, die wir schreddern, klein häckseln und zum Beispiel in ein Spritzguss neues Teil hineinbringen und herstellen.
Voilà, alors ce qu'on voyait à l'image d'avant, c'est du plastique qui a été récupéré de petits objets quotidiens et qui, alors j'ai dû chercher le mot, tu fais avec du moulage à injection, pardon, et donc ils utilisent tout ce plastique pour en refaire des objets différents. Und wir verkaufen diese Sachen auf dem Wochenmarkt in dem Nachbarstadtteil. Voilà, et donc en ce moment, comme ils ne peuvent pas le vendre en direct auprès des gens, ils vont sur les marchés hebdomadaires pour vendre leurs objets. Wir bekommen das Material von einem Sozialunternehmen hier in Hannover, das Haushaltsauflösungen macht, und da gehört auch sehr viel Plastik dazu, das nicht mehr weiter zu verkaufen gibt. Voilà, donc la plupart des objets récupérés viennent souvent des vides-greniers ou il y a même une entreprise à Hanovre qui s'occupe qui travaille avec les boutiques solidaires et qui s'occupe de leur fournir le maximum d'objets ou de matériaux usagés. Und alles, was wir machen, ist nicht wirtschaftlich und es braucht besondere Unterstützung. Voilà, donc leur travail ici est complètement bénévole. Absolument rien n'est rentable au sens économique du terme. Et donc, ils ont toujours besoin d'un soutien particulier. Weil es in der Zukunft viel mehr Plastikrecycling geben muss, benötigt es auch viele Menschen, die das sortieren und damit weiterarbeiten. Und das ist eine äußerst wichtige Tätigkeit, die zurzeit fehlt in der Gesellschaft. Alors, l'économie sociale et solidaire en Allemagne n'est pas aussi développée qu'en France. Et il remarque vraiment que pour son travail, ici, il manque vraiment du personnel ou des gens qui s'engagent pour le tri des déchets, pour le tri des objets à recycler. Et c'est vraiment quelque chose qui, pour l'instant, est un grand manque pour son travail. Wir haben die Idee, daraus die Gehäuse für ein Ladekabel oder für ein Headset für ein Telefon herzustellen. Alors, il aimerait lancer une production plutôt en série d'articles qui sont peut-être plus utilisés pour tout ce qui est boîtier pour les casques ou les câbles de chargement pour téléphone portable. Und es gibt in Deutschland ein Unternehmen, das stellt fair produzierte Computermäuse her mit Bioplastik. Alors, il y a par exemple en Allemagne une espèce de collectif ou une association en fait plutôt qui s'occupe de produire des souris fair trade, de souris équitables et donc avec des matériaux équitables et une production équitable au niveau des personnes qui travaillent pour la produire. Und es gibt sehr viele Erfahrungen, wie sich so eine faire Lieferkette aufbauen lässt. Voilà, donc là, c'est le chemin pour arriver à produire une souris d'ordinateur équitable. Donc voilà, c'est les matériaux et les personnes qui y travaillent. In Deutschland gibt es einen Verein, der daraus Bildungsangebote entwickelt hat für Repair-Cafés und Initiativen, die an dem Thema arbeiten möchten. Voilà, donc cette association travaille pour cette souris, pour essayer de la développer, mais aussi pour animer des ateliers et notamment dans des repair cafés, des cafés repair, où on explique aux gens, par exemple, comment souder. Donc il y a vraiment une formation pratique qui est proposée par cette association. Und wir haben die Idee, dass wir zum Beispiel in Hannover oder in einer anderen Stadt ein solches oder dass es ein Gemeinschaftsprojekt wird, um diese Ideen für ein faires IT-Produkt zusammengebracht werden. Es braucht
kaufmännisches Wissen, Technikwissen, wie man Elektronikteile zusammenbaut. Es braucht Kunststoffaufbereitung und ein Import, Export, und das könnte geeignet sein, um das als ein Gemeinschaftsprojekt aus mehreren Städten zusammen zu organisieren. Voilà, alors donc sa priorité ou son projet qui le tient le plus à cœur en ce moment serait peut-être d'essayer de produire un outil, quelque chose dans ce IT, comment on dit ça, IT en français, pardon, de cette informatique, ces techniques informatiques, et d'essayer d'avoir un produit fait à la fois à Hanovre, à Rouen, à Bristol et à Leipzig, qui soit proposé par ces 4 villes jumelées pour essayer de faire un projet commun, et que peut-être, voilà, ce soir peut-être vous auriez envie de réfléchir avec lui à cette idée d'un travail commun avec la ville d'Hanovre. Und jetzt kämpfe ich gerade mit der Technik. Ich möchte unseren Bildschirm wiederherstellen. Sieht man die Präsentation noch oder sieht man uns? Là, je crois qu'on ne voit plus la présentation. Je pense qu'il y a un petit problème technique. On ne voit plus le PowerPoint. Hein. Ah, stop, ouais. Non, il est fini. Wolltest du noch was sagen? Genau, und nein, das war die Präsentation. Gibt es Fragen? Voilà, alors si c'était voilà, sa présentation, il se demande s'il y a des questions, ou alors si peut-être les questions seront posées après, à la fin, quand tout le monde aura parlé. Alors, ce que je vous propose, tout d'abord, j'ai vu mon collègue Sileman So, qui est adjoint au commerce et qui est aussi chargé du jumelage, qui voudrait évidemment vous dire un petit mot. Et évidemment, je pense que le réseau SS local rouennais a entendu votre proposition, et je vous propose collectivement, évidemment, qu'on y travaille, parce que ça me semble être un projet tout à fait intéressant, et connaissant le réseau SS de Rouen, je pense que beaucoup vont être intéressés. Voilà. Donc, Sileman, je te passe la parole. Merci Stéphane, bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis l'adjoint au maire en charge de l'économie et du commerce, et en écoutant cet échange, je me demandais si, dans le cadre de nos rapports avec Hanovre, est-ce que les comités de jumelage étaient aussi actifs au niveau de l'ESS, puisque vous savez, on a un jumelage avec notre ville sœur Hanovre, qui est plutôt dynamique en réalité. Donc je me demandais si les échanges ESS intégraient également ces échanges avec le comité de jumelage. Alors, j'ai traduit entre-temps pour M. Schmitt. Il n'existe pas encore d'échange au niveau du jumelage sur ce thème-là. Par contre, l'invitation de Gerd Schmitt à ce webinaire aujourd'hui vient du lien entre les 2 comités de jumelage, enfin entre la ville d'Hanovre et la ville de Rouen. Donc c'est une volonté déjà qui en amont vient des 2 villes et des 2 personnes en charge du jumelage. Donc tout à fait. Tout à fait. C'est par ce biais-là qu'on a été mis en contact. Donc poursuivons évidemment et développons ces liens-là dans le cadre d'un travail autour de l'économie sociale et solidaire. Je pense que c'est évidemment extrêmement intéressant. Y a-t-il à ce stade des questions pour M. Schmitt? Et sinon, après, je vous propose d'enchaîner. Vous verrez, pour connaître le lieu de la ressourcerie Résis, j'ai pu constater qu'en Allemagne, les locaux ressemblent beaucoup à la ressourcerie française qui est dans notre coin. Et donc, on voit bien qu'on parle la même langue. Avez-vous des questions pour M. Schmitt? Sinon, on va enchaîner. Pardon, Laure. Pardon. Bonsoir à tous. Laure Drèche de la Cresse. Oui, moi, je me demandais, M. Schmitt évoquait dans
dans son propos le fait qu'il manquait, entre guillemets, de main-d'œuvre. Donc, nous, je pense qu'on parlerait de bénévoles. Donc, j'aimerais savoir ce qu'il existe, enfin, quelle forme prend le bénévolat en Allemagne. J'avoue que je ne connais absolument pas cette approche de l'ESS, enfin, différente, donc ça m'intéresse. Monsieur Schmitt, à vous. Wir bekommen dann Geld, wenn wir Workshops durchführen und dann werden die Menschen bezahlt. Und wir haben einen kleinen Sponsor für die Grundkosten. Und wir möchten kein Sozialunternehmen sein, weil die Handwerkskammer Hannover das nicht möchte. Alors, je vais essayer de vous expliquer parce que c'est pour moi aussi un peu… voilà. Donc, l'argent qu'il récupère dans la ressourcerie ici, c'est uniquement quand il y a des projets liés à des ateliers. Il y a pas ils ont un sponsor pour les frais, on va dire les frais de location du lieu, mais il n'y a pas vraiment, c'est que du bénévolat. Le reste, c'est vraiment, il n'y a personne n'est payé pour son travail dans cette ressourcerie, il n'y a pas de salariés. Alors, c'est un point qu'il faudrait que j'éclaircisse parce que je n'ai pas encore tout à fait compris non plus pourquoi, mais la chambre d'artisanat d'Hanovre, ou au moins de Basse-Saxe, voit en fait d'un assez mauvais œil le travail dans une ressourcerie ici. Et apparemment, il y a un problème avec la chambre d'artisanat. Alors, je ne sais pas si peut-être que vous connaissez ce problème-là aussi en France, mais apparemment, peut-être que je ne vais pas, pour pas avoir une traduction trop longue, je leur poserai la question en off tout à l'heure. Il y a un souci entre la chambre d'artisanat et le fait qu'il y ait un travail social qui soit fait dans cette ressourcerie. N'hésitez pas à approfondir la question. N'hésitez pas à approfondir la question, il n'y a pas de souci. D'accord. Oui. Jetzt noch mal kurz die Frage zu den Handwerkskammer. Wollen Sie noch mal wissen, warum das so ein Problem ist eigentlich für Sie, dass so ein Projekt stattfindet? Es muss ein freier Markt, wir sind Marktteilnehmer und es darf keine subventionierten Arbeitsplätze geben. Und aus diesem Grund musste eine andere ähnliche Organisation schließen. Sie hat Ärger bekommen mit dem Einzelhandelsverband der Stadt und auch mit der Handwerkskammer. Es ist keine subventionierte Arbeitsplätze für diese Arbeit. Alors apparemment, la chambre d'artisanat leur reproche de prendre en fait une part de marché dans la ville et dans le système économique de la ville, que et que le fait de payer des salariés serait une forme de subvention qui gêne en fait l'économie de la ville d'Hanovre. Et qu'il y a une ressourcerie à Osnabrück, Oldenburg, qui est une petite ville à une centaine de kilomètres d'Hanovre, donc à Oldenburg, une ressourcerie qui a dû fermer à cause d'une plainte de la chambre d'artisanat. Qui n'accepte pas cette prise de marché de cette économie un peu à part. Aber das ist kein Problem. Wir erfinden immer neue Projekte und dann können wir die Menschen, die hier arbeiten, auch bezahlen. Alors, mais par contre, il détourne tout à fait le problème en trouvant toujours des projets suffisamment intéressants et qui permettent de financer justement par ces projets-là, de financer certains postes pour les gens qui travaillent ici. Mais ils sont obligés de passer de déposer un projet pour cela. C'est pas un salaire, c'est pas un salarié à part entière. Voilà. Alors nous avons une question de Bruno Antil, le coordinateur du réseau des ressourceries normandes. Je
peux te laisser la parole, Bruno, peut-être pour développer ta question. J'ai vu que tu as laissé une question dans le chat, mais autant que tu la poses. Ah, mais Non, on n'a rien entendu, nous. Non, nous non plus. Il y a un petit problème technique, c'est peut-être une proximité d'ordinateur. Il faudrait qu'ils en prennent qu'un seul, à mon avis. Ça fait du Larsen. Voilà, c'est juste avoir une précision parce qu'on peut avoir aussi ces problématiques-là en France. Est-ce que c'est un frein lié à une économie sur le réemploi en Allemagne ou un frein lié à une économie sur le recyclage? C'est qu'on sait que les activités de réduction de déchets et les priorités qui sont très très souvent données sont à destination du recyclage. Et là, on arrive sur de la concurrence. Mais le réemploi est très très peu développé aujourd'hui par les entreprises privées. Donc, c'est aussi cette distinction qu'on peut faire et d'avoir cette réponse. Est-ce que c'est purement parce que les matières qui sont utilisées, qui sont là plus vers de l'upcycling, sont des matières qui auraient dû aller vers le recyclage, donc une perte financière pour les entreprises privées? Est-ce que ça, c'est ce problème qui empêche en fait un développement de ressourceries sur leur territoire? Je traduis rapidement. Die Frage ist, ob dieses Problem eher, weil die Materialien, also die Sachen, die du hier, die eher für ein Recycling sein sollten und nicht für ein Upcycling und dann dadurch Nein, das ist kein Problem. Nee. Das ist kein Problem. Mein Beitrag heute soll auch dazu dienen, uns einmal gesehen zu haben. Und ich möchte 2021 noch einmal mit interessierten Menschen aus Rouen sprechen, mit mehr Zeit und mit einem weiteren Termin. Genau. Alors, apparemment, pour lui, ce n'est pas du tout un problème ni de recyclage, ni de upcycling. Et en plus, il voudrait pas. Enfin, il dit que lui, il veut aller de l'avant, de toute façon. Même si la chambre d'artisanat n'est pas d'accord avec ça, lui, il ira de l'avant et son objectif absolu, c'est de pouvoir travailler avec Rouen en 2021 et de monter un projet commun avec vous. Voilà, donc il voudrait rester très positif là-dessus. Très bien, nous sommes tous, même si le contexte actuellement est compliqué, nous sommes évidemment tous positifs dans l'économie sociale et solidaire. Et c'est vrai qu'on les porteurs de projets vont dans des secteurs nouveaux, des secteurs qui n'intéressent pas forcément l'économie capitaliste et même parfois, dans une logique de réinsertion, peuvent aller aussi dans des secteurs qui sont un peu investis par l'économie dite traditionnelle. Et là, il peut peut-être y avoir parfois quelques étincelles. C'est aussi à nous de prouver que toutes les économies ont leur place, mais qu'une économie sociale et solidaire qui contribue à réinsérer des personnes qui sont loin de l'emploi avec comme objectif de préserver davantage notre planète, c'est quelque chose que nous devons défendre politiquement. Et là, il y a un débat politique, je pense, en France, en Allemagne et en Europe. Alors, je vous propose de passer la parole à la ressourcerie Résiste. Je sais qu'il y a 2 oratrices et 1 orateur. Ils vont s'organiser, se débrouiller pour nous présenter le propos qu'ils ont préparé. Et donc, je vous passe la parole, Madame Courtois. Merci Stéphane et bonjour à Hanovre et à Gert parce que je pense qu'en effet, il faut qu'on arrive à construire des passerelles et des projets ensemble sur la réduction des déchets. La présentation de Résiste. Je vous partage mon écran, mais donc là, je suis sur la dernière diapo. Donc, arrêtez. Je suis sur la dernière diapo. Attends. Ouais. Donc, sinon, qu'est-ce qu'une ressourcerie? Donc, l'ESS, c'est la réduction des déchets. Je suis sur la dernière. Voilà. Donc, on était donc la thématique de ce soir, c'est la réduction des déchets
et le réemploi, bien évidemment, de tout ce qui peut être réutilisé. Donc, et après, ça ne passe pas, mon cœur. Donc, non. Non. Je te laisse faire. Ben oui, mais là, c'est pas la mienne. Encore. Voilà, donc je veux bien que tu restes comme ça, en même temps tu le fais. Donc, c'était juste pour repréciser ce que c'est qu'une ressourcerie, puisque donc Résiste est la ressourcerie de la métropole Rouen-Normandie, implantée à Darnétal. Et une ressourcerie, c'est un lieu ressource, un lieu de réduction des déchets, de redonner une seconde vie à ce qui ne sert plus et qui peut être revendu à bas coût pour des gens qui n'ont pas les moyens, ou bien forcément upcyclé, détourné, valorisé. Et il y a dans les ressourceries toujours cette quatrième fonction qui est toujours en transversale de tout ce que l'on fait, c'est la sensibilisation à la réduction des déchets via justement des ateliers récupart, upcycling et comme ce soir sur YouTube en direct avec ceux qui nous regardent. Donc, il y a des enjeux environnementaux, c'est réduire l'enfouissement et l'incinération des déchets, promouvoir l'économie circulaire plutôt que celle qui fabrique, achète et met à la poubelle. On essaye d'être dans ce cercle vertueux et modifier ces modes de consommation. Et comme on dit que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, avec tout ce que la planète a déjà produit de déchets, on peut largement faire face à tous les besoins, en tout cas des gens de la métropole, sans aucun problème. Donc, il y a des enjeux sociaux dans les ressourceries, contrairement à vous, Gert. Nous, on est une association avec une gouvernance partagée, avec un conseil d'administration, mais on est une entreprise d'insertion et un chantier d'insertion. Et les ressources économiques de la ressourcerie créent des emplois. Et donc, il y a une équipe de 20 salariés, dont 7 permanents. Et nous, on dit toujours aux personnes qui viennent dans la ressourcerie qu'elles financent nos emplois, parce que grâce à cette ressource économique, cette vraie économie de réduction des déchets et qui crée des emplois, en 50 ans, nous avons 20 salariés. Et donc, il y a un accompagnement avec des salariés en insertion pour qu'ils aient des compétences, des savoir-faire et que ces compétences et ces savoir-faire puissent être transférables sur les métiers qu'ils ont envie de faire. Voilà. Et on voulait faire un focus sur cette année particulière puisque l'année 2020 est une année où on a vécu déjà 2 confinements. Nous, on a déjà vécu 13 semaines de fermeture. Donc, c'est énorme pour une ressourcerie. C'est un chiffre d'affaires énorme en moins. Et les points négatifs du confinement par rapport aux enjeux environnementaux, c'est que du coup, on est revenu au tout jetable. Donc la médecine du travail, les conditions sanitaires nous imposent d'avoir des essuie-mains papier à usage unique, des masques à usage unique. On peut plus, on a énormément de produits pour désinfecter de partout. Donc du coup, il y a eu un impact environnemental très fort à cause de ce confinement sur ce retour de produits à usage unique. Du coup, il y a eu aussi beaucoup de gens qui, pendant les périodes où les commerces non essentiels comme nous ont fermé et les gens ont acheté du neuf plutôt que d'acheter de l'occasion. Et il y a eu une forte empreinte carbone parce qu'il y a eu aussi énormément de gens qui ont acheté sur Amazon pour pas les citer et du coup, voilà, des Uber, des livraisons et compagnie et compagnie. Donc ça, c'est les points négatifs. Nous, sur la métropole, au premier confinement, toutes les déchetteries étaient fermées. Au deuxième confinement, elles sont restées ouvertes, mais nous, on était fermés. Donc, du coup, énormément de choses sont parties dans les déchetteries alors qu'elles avaient un potentiel de réemploi, de réutilisation. Il y avait bien évidemment une perte de lien social avec tous nos salariés. Il n'y avait pas d'événements festifs parce que nous, dans notre ressourcerie, on fait aussi beaucoup d'événements festifs, de sensibilisation, d'ateliers récupart, d'accueil, de concerts, de créateurs. Et tout ça, ça n'a pas été mis en place puisqu'on est restreint au niveau de l'accueil du public. Et toutes nos belles actions de sensibilisation qu'on fait en partenariat avec la métropole et la ville de Rouen, par exemple, on aurait eu l'autre marché de l'ESS où l'année dernière, on a vu des milliers de personnes. Bah, ça, c'est des actions qui ont été annulées. Et ça, c'est les points négatifs du confinement.
Alors, heureusement, il y a quand même des points positifs malgré cette pandémie et cette crise sanitaire. C'est qu'on s'est rendu compte, après le premier confinement, qu'il y avait une réelle prise de conscience de la population, qu'il fallait consommer différemment, qu'il fallait consommer plus local, qu'il y avait vraiment un soin de consommation plus raisonné. Et nous, on l'a vu sur notre impact sur juin, juillet, août, où on a eu un meilleur chiffre d'affaires, on a eu beaucoup plus de donateurs, on a eu beaucoup plus de clients, et les gens sont venus nous poser plein de questions. Et on sent qu'il y a une réelle prise de conscience. En plus, maintenant, nul n'est censé ignorer les enjeux climatiques et il faut vraiment changer le système et pas le climat. Et donc, les ressourceries, on est acteurs de cette valeur environnementale, écologique et bien évidemment sociale. Donc, voilà, sur la situation par rapport à cette année particulière, donc nous, on a 5 ans d'activité, on augmente nos tonnages collectés, on augmente la création de nos emplois, on augmente le nombre de nos clients, le nombre de nos bénévoles, etc. Mais par rapport à cette particularité de cette année 2020, c'est cette nécessité d'être résilient, hein, surtout dans sa façon de consommer, et parce que on n'est pas sorti peut-être des confinements répétés, et il faut devenir réellement des acteurs du monde d'après. Il faut créer des structures de réemploi, de réutilisation, il faut adapter des outils de communication et de vente. Et nous, il y a des alternatives qui se mettent en place quand on est fermé. Et il y a une plateforme qui s'appelle la plateforme Label Emmaüs qui a signé la charte avec le réseau national et où on peut acheter aussi des biens de seconde main via la plateforme numérique. Et il y a une forte présence sur les réseaux sociaux qui fait qu'on garde le contact avec avec tous les gens qui suivent de près les ressourceries. Voilà pour ma présentation et donc après je vais passer la parole à Bruno, mais je vais repasser la parole à Stéphane s'il y a déjà des échanges ou. Je vous propose d'enchaîner votre propos et on viendra au temps du débat et de la discussion. Je ne vois pas de questions là pour l'instant dans le fil du chat. Donc, vous pouvez continuer. Alors. Donc, bonsoir à tous. J'ai cherché à être assez rapide, Stéphane. Donc, Bruno Anctil, donc coordinateur du collectif normand des ressourceries et des acteurs du réemploi, donc association régionale pour accompagner les collectivités, les porteurs de projets à développer des structures de réemploi et de réutilisation sur la Normandie et professionnaliser ces structures, leur permettant de pouvoir se développer et également faire de la veille réglementaire. Je vais un peu présenter toutes mes casquettes. Je suis coordinateur du collectif normand des ressourceries. Je suis également administrateur au réseau national des ressourceries et j'ai dirigé une structure ressourcerie pendant 13 années. Je suis dans le secteur ressourcerie depuis déjà 15 ans. Et donc, j'ai un recul aussi sur l'évolution qu'il y a pu y avoir sur ces 15 dernières années. Je voulais faire un peu de sémantique sur le terme réemploi, parce qu'on dit réemploi possiblement pour le champ ESS et la réduction des déchets. On a une spécificité en France. Le réemploi, en fait, n'est pas du déchet, puisqu'il n'y a pas eu d'abandon. On collecte un objet qu'on va réutiliser, et là, on appellera ça le réemploi. Par contre, une fois que l'objet a été abandonné et qu'il est devenu un déchet, on appellera ça de la réutilisation. Alors, c'est très sémantique, c'est important au niveau de la collectivité, au niveau de l'État, au niveau des éco-organismes et surtout sur toutes nos discussions que nous pouvons avoir sur les projets de loi. Mais je suis très satisfait de voir que le terme réemploi prend de plus en plus d'importance et rentre en fait dans le langage commun et la sensibilisation que nous pouvons en faire pour les usagers. Je voulais faire un petit état en fait de l'emploi, parce qu'on parle de l'ESS, de la création d'emplois, des ressourceries. Très rapidement, vous donnez en fait le nombre d'emplois créés en fonction de la situation en fait de gestion des déchets.
et de se dire qu'un centre d'enfouissement va créer, pour 10 000 tonnes de déchets, va créer 1 emploi. Un centre d'incinération va créer 3 emplois. Ah. Alors que le recyclage, du coup, le recyclage, lui, va créer 30 emplois. Et nous, sur notre partie à nous, réelle, je dirais, de l'ESS, du champ associatif, le réemploi va créer 850 emplois. On voit vraiment l'écart qu'il y a entre un centre d'enfouissement avec 1 emploi créé et ce côté 850 emplois créés sur une ressourcerie sur le champ associatif. Le réseau national et le collectif normand sont beaucoup intervenus sur le plaidoyer et je voulais donc revenir sur ces avancées réglementaires qui sont vraiment très, très importantes pour nous et qui sont des leviers sur les territoires de développement de structures et de création de structures. Vous avez la loi AGEC, donc anti-gaspillage et économie circulaire, qui est une loi de février 2020 et qui est aujourd'hui votée et en cours de décret, où nous avons réussi à obtenir un fonds de réemploi solidaire qui serait alimenté en fait par les éco-organismes. Il faut savoir que les éco-organismes, leur objectif, c'est le réemploi et le recyclage. Aujourd'hui, les éco-organismes ne jouent pas le jeu et envoient tout vers le recyclage et ne respectent pas en fait leurs objectifs liés au cahier des charges sur la partie réemploi. Donc, cette nouvelle loi AGEC a permis en tout cas de doter un fonds spécifique pour le réemploi associatif et ces éco-organismes vont contribuer à hauteur de 5% de l'éco-participation pour vraiment développer cette partie réemploi. Après, l'État intervient beaucoup sur les responsabilités élargies des producteurs. C'est que chaque filière, le producteur doit être gestionnaire du futur déchet lié à l'éco-participation. Et vous avez on connaît très souvent écosystème et écologique avec les déchets électriques ou écomobilier avec les déchets d'ameublement. Vous allez avoir de plus en plus de nouvelles filières qui vont arriver. Et la prochaine attendue, c'est la REP JoJoué, article de loisirs, qui devrait voir le jour normalement l'année prochaine. Et donc, c'est aux ressourceries aussi de faire du partenariat avec ces éco-organismes pour favoriser le réemploi. Alors, en dehors des ressourceries, si je continue sur la loi AGEC, c'est la fin de l'élimination des invendus. C'est-à-dire qu'une société grande distribution qui aurait des invendus, c'est la fin de cette destruction. Et c'est essayer de trouver des structures, très très souvent de l'économie sociale et solidaire, qui vont pouvoir bénéficier de ces invendus pour les réinjecter normalement sur un circuit marchand. Je mets un petit bémol à ça en disant que nous ne sommes pas une variable d'ajustement des stocks d'invendus du secteur privé et qu'il faut aussi une évolution de la gestion de stocks de ce secteur privé. Bon, on a bien sûr le gaspillage alimentaire et ce qui est très, très important sur les ressourceries, vous aviez la partie réparation. Aujourd'hui, si vous avez vu au niveau des médias certains articles, l'Europe est en train de s'approprier la spécificité réparation et de poser une loi peut-être européenne pour imposer à la réparation. Vous verrez sur les objets des indices de réparabilité, de durabilité des objets. Donc, on est vraiment sur un principe presque d'éco-conception. On est au début en fait de l'éco-conception des objets où il va falloir utiliser des matières recyclées pour concevoir des objets. Il va falloir qu'elles soient recyclables à 100%, réparables facilement, donc pour faciliter le réemploi. Et donc favoriser la réparation, l'utilisation de pièces détachées. Voilà sur la partie avancée réglementaire qui avance énormément. Donc, je vous parlais de mes 15 ans de recul. Moi, depuis 5 ans, je vois vraiment une forte poussée du changement de comportement, une croissance assez importante de l'achat d'occasion et beaucoup de création de structures sur des territoires. Donc, il y a vraiment une volonté qu'il va falloir accompagner à la fois de création d'emplois, de création de structures ESS, mais aussi répondre aux besoins du monde d'après, aux besoins des usagers. Je voudrais conclure sur la ressourcerie, en fait. La ressourcerie, pour moi, elle est majoritairement associative. C'est un vecteur social, en fait, et un vecteur d'insertion. Elle
elle se positionne sur un territoire bien défini, donc avec des activités qui ne sont pas délocalisables. Elle a sa gouvernance citoyenne et je souhaite à chaque fois que la ressourcerie, elle fasse des excédents, puisque ces excédents-là, en fait, c'est de l'investissement, c'est du développement de nouvelles activités, toujours en lien avec le réemploi et la réutilisation. Et ce que je viens de vous citer là, en fait, ça correspond pour moi et pour le réseau national à notre appartenance à l'économie sociale et solidaire. Quelle conclusion! Merci, merci à toi. Par expérience, les premières questions ont toujours du mal à venir et puis après, on s'aperçoit qu'on a du mal à finir à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des questions? En attendant qu'il y ait des questions, peut-être par la bascule. Voilà, vous allez enchaîner, mais petite information, puisqu'il s'agit d'un ancien élu local, David Corman, qui est député européen, a déposé un rapport au Parlement européen la semaine dernière qui a été voté autour de la réutilisation, la réparation et le réemploi. Et donc, le Parlement européen a voté une loi sur la nécessité du droit à la réparation. C'est un texte qui a été adopté par 395 voix pour, 94 contre et 207 abstentions. Donc, l'Europe aussi se met à ce sujet. Et donc, je vous invite à lire cette loi qui a été votée au Parlement européen à l'initiative de David Corman. Vous trouvez ça sur les réseaux sociaux. Et donc, c'était un petit clin d'œil à nos amis allemands. L'Europe aussi met son nez là-dedans. Et c'est un député européen normand qui a travaillé à cela. Et donc, je voulais le citer, le saluer. Alors, on continue la présentation peut-être avec l'association Cité Môme. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Stéphane, il faut qu'on soit prêt en fait à faire les choses. Nous avons très souvent des lois européennes qui vont s'appliquer après dans les lois dans la réglementation des différents pays. Pour l'exemple de la France, il a fallu attendre très très longtemps pour la mise en application de la directive européenne sur les déchets électriques et électroniques. Aujourd'hui, les choses commencent à aller très très vite et on peut espérer que ces poussées européennes de réglementation vont arriver d'ici 1 an, 2 ans en application en France, puisqu'il y a quand même une volonté de réduction réduction des déchets. Donc, c'est une préparation aussi de toutes les structures ESS à ces virages qui vont être très très importants. Oui, et donc, avant de passer la parole peut-être à Cité Môme, je vois que Sileman Sow voudrait prendre la parole. Vas-y, Sileman, et ensuite, c'est Cité Môme qui enchaîne. Oui, merci, mais c'est dans la lignée de ce qui vient d'être dit autour des normes, qu'elles soient françaises ou européennes, qui visent à lutter contre l'obsolescence programmée. Et donc le prêt à jeter quasiment. Et je me disais, est-ce que ces normes-là, qui sont bienvenues évidemment en droit à la consommation, est-ce que vous pensez qu'elles vont imprimer et qu'elles vont influencer la situation des ressourceries? Okay. Alors, est-ce que on essaye de répondre aux questions qui sont posées? Est-ce que parmi le réseau, je vois peut-être Laure qui peut-être peut répondre, puisque je vois que tu as l'air d'accord, que tu approuves. Alors oui, bien sûr. Alors j'aurais préféré que ce soit Bruno qui réponde parce que je pense qu'il est mieux placé que moi. Mais c'est vrai qu'on a une mission dédiée à l'économie circulaire à la CRES. D'ailleurs, on avait sorti un dossier spécial sur l'upcycling qu'on tiendra évidemment à votre disposition à le moment venu. J'ai bien compris que c'était un sujet important. Oui, les lois, elles ont un impact énorme, tant au niveau européen que français, sur l'avenir des ressourceries parce que il y a des vrais risques, notamment au niveau de ce qu'on appelle les ressources, c'est-à-dire où sont à un moment donné qui captent les ressources. C'est-à-dire que tout ce qui peut... Il faut vérifier que les objets puissent arriver en ressourcerie, en recyclerie, avant de passer par la benne et soient cassés dans les poubelles.
d'où les gros partenariats avec les collectivités territoriales et les syndicats des déchets, pour que à un moment donné, les collectivités puissent nous aider, enfin aider les réseaux des ressourceries et des recycleries à mettre en place ce qui va permettre de capter ce qu'on appelle les gisements de matière. Donc là, il y a un enjeu très fort. Et aujourd'hui, cet enjeu-là, il est notamment capté dans les normes par les éco-organismes qu'évoquait Bruno tout à l'heure. Donc, merci Laure. Alors, Silémane, tu peux baisser la main, je crois. Tu vas aller rester. Voilà, merci à toi. Et donc, j'enchaîne avec, donc bien sûr, hein, si vous voulez poser des questions, vous passez par le chat ou vous passez par la petite main levée sur le côté, comme vient de le faire Silémane. Donc, Citémom, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je suis ravie, en direct de Résiste, de parler justement du réemploi. Nous, à l'association, donc Citémom, pour vous situer un peu, pour peut-être les personnes qui ne nous connaissent pas, donc on est une association rouennaise. On a fêté il n'y a pas très longtemps nos 13 ans. Et finalement, le réemploi, ou en tout cas l'utilisation des choses qui n'ont plus vocation à avoir une utilité, fait vraiment partie de notre ADN. Et donc, voilà, on voulait vous partager un petit peu cet ADN et puis surtout cet esprit récup qui est au cœur de notre association. Hop là. Bon. Hop là. Et voilà. On voit très bien. Voilà. Donc, nous, à l'association, on essaye d'utiliser ce qu'on pourrait quelque part, alors je n'ai pas trouvé de nom spécifique, mais ce qu'on pourrait appeler les déchets du quotidien. Ce qui a tendance, alors, comme l'a bien dit Sophie tout à l'heure, à chaque fois, l'objectif quand même dans nos modes de consommation, c'est quand même d'éviter le suremballage, d'éviter justement d'avoir une consommation trop importante. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est surtout de se dire que quand on a cette chose qui s'apprête à aller dans la poubelle, eh bien peut-être se poser cette question de qu'est-ce qu'on peut en faire et comment surtout on peut lui donner une deuxième vie. Et j'avoue que j'ai pris un peu cette question comme un jeu depuis bien longtemps et surtout comme une source d'inspiration qui permet aujourd'hui à la fois de faire de la création, de s'amuser, de créer, de rêver et puis surtout d'être dans une démarche éco-responsable. Donc, je pense que vous avez reconnu beaucoup de choses que vous pouvez sûrement avoir chez vous, que ce soit des pots en verre, des pots en plastique, des rouleaux de papier toilette, des emballages d'œufs, des emballages en carton, des pots en verre et on récolte aussi tout ce qui est papier. Alors, les papiers, on en a dans notre environnement tous les jours, hein, que ce soit les enveloppes, les papiers cadeaux qui vont bientôt arriver, les bouchons, le tissu et tout ce qui est textile comme les chaussettes orphelines, les t-shirts, les collants. Tout ça, toutes ces choses ont pour nous un super pouvoir. Je vous montre tout de suite. Donc, soit on les réutilise essentiellement dans nos ateliers, que ce soit des ateliers dans nos locaux ou en extérieur, dans des bibliothèques, dans des écoles, dans des collèges. En faisant ces ateliers, comme Résiste aussi le fait très bien, c'est qu'on est aussi dans cette sensibilisation. C'est-à-dire qu'on est dans la création et dans de la sensibilisation. L'idée, c'est de donner une deuxième vie, pas pour donner une deuxième vie, pour créer quelque chose, mais avec quelque chose qui aurait pu partir à la poubelle. Donc, sur les petits ateliers, alors nous, on est effectivement fans des rouleaux de papier toilette, c'est fou tout ce qu'on peut faire avec. On a fait une petite décoration de Noël qui va bientôt être argent-givrée. Dans quelques temps. Et puis, voilà, par exemple, vous avez aussi tout ce qui est bombes à graines qui peuvent être faites avec des papiers d'emballage d'œufs qu'on avait fait pour la fête des mères. Petit conseil pour l'année prochaine pour certains. Et puis après, dans notre association, on est au-delà des ateliers créatifs, aussi sur tout ce qui est conception d'outils pédagogiques, d'ingénierie culturelle. Et justement, on en a fait aussi notre force et notre ADN, qui est que quand on crée des outils, eh bien, on essaye au maximum d'être éco-responsable, que ce soit dans l'achat des matières premières. Et là, par exemple, vous avez notre Malle Vagabond, qui est un des outils qu'on vend aujourd'hui dans toute la France à des espaces naturels. Et donc, parler d'espaces naturels, c'était une évidence d'être éco-responsable particulièrement. Et donc, dans cette malle, vous allez avoir des pots en verre, vous allez avoir des petits pochons en tissu qui est réalisé par exemple avec le tissu des dos des murs quand on fait les salons
quand on peut faire des salons, pour le coup. Mais quand on fait des salons, on aime récupérer ces tissus et ça peut faire plein de choses. Au-delà du côté un peu pratico-pratique et de notre quotidien, on a un autre matériau qu'on aime particulièrement dans notre association. Hop là, désolée. Ce sont les petits morceaux de fil. Alors, voilà, ça fait 6 ans bientôt maintenant que nous avons un projet qui s'appelle Tricote un sourire. Et là, ce projet, il est né de ma grand-mère qui est venue faire du tricot à l'association, ça c'est la base. Et puis surtout, après, on a fait des petits carrés de tricot, on a fait ce qu'on appelle du yarn bombing. Donc le yarn bombing, pour peut-être certains, est un mot barbare. Le yarn bombing, eh bien, c'est une discipline du street art. C'est de recouvrir des espaces urbains ou à la campagne d'ailleurs, mais avec du tricot. Donc c'est souvent de l'art éphémère. Et on a commencé comme ça à faire des installations et on s'est aperçu qu'en fait, il y avait une vraie demande et que les gens avaient dans leur placard des trésors. Ils avaient des pelotes, ils avaient des petits pelotons et souvent, que ça soit un tricoteur ou une tricoteuse, eh bien, il ne veut pas le jeter parce que c'est trop précieux, mais il ne sait pas quoi en faire. Donc là, un vrai dilemme s'opère. Et c'est pareil pour tout le fil en général. Et donc là, on a fait un premier partenariat qui est un des partenariats où on est les plus fiers à l'association, c'est avec l'association Solidarité Textile, qui est sur la métropole de Rouen, qui justement, pareil, eux avaient ces pelotes qui arrivaient dans leur conteneur et qui n'avaient pas de piste de valorisation. C'est-à-dire que soit il est déchiqueté pour faire de l'isolation, par exemple, mais déchiqueter une pelote neuve, c'était quand même assez dommage comme piste de valorisation. Aujourd'hui, toutes les pelotes qui partent dans les containers de Solidarité Textile à Rouen, en tout cas la plupart, eh bien, vont dans notre projet et donc sont valorisés comme je vais vous le présenter. Hop, il faut savoir que donc, pour faire un petit carré de 5 cm sur 5 cm, il faut 5 mètres de fil, ce qui est tout petit. Et nous, la promesse que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'un carré égale un sourire. Alors, vous allez me dire, c'est une grande promesse, tout à fait, et vous allez voir comment nous faisons sourire les gens. Bien, avec des milliers de carrés. Il faut savoir que depuis 5 ans, on récolte en général entre 50 000 et 100 000 carrés par an. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, nous sommes à 74 500 carrés. Et la période de confinement est une période où nous recevons beaucoup de carrés, ou en tout cas après les périodes de confinement. Après la première période de confinement, on a dû recevoir juste la semaine suivante le déconfinement, 15 000 carrés. Donc, merci à toutes les tricoteuses et tricoteurs qui ont pu participer. Et avec ces milliers de carrés assemblés les uns avec les autres, eh bien, cette année, on a pu faire une œuvre dont on est très content parce qu'elle est vraiment symbole de cette année 2020 qui ne sera pas qu'une année pourrie, qui est un partenariat qu'on a fait effectivement avec notre chère ville de Rouen dans le cadre du festival Rouen Impressionné. Donc là, à l'écran, vous avez une maison du quartier Gramont, qui est un quartier rive gauche à Rouen, plutôt un quartier en mutation, comme vous le voyez, qui est un peu gris, même s'il fait beau. Et quand on met 28 553 carrés, ça donne ça. Voilà. Et donc là, l'objectif, eh bien sûr, c'était de donner le sourire aux gens, particulièrement des habitants du quartier, mais tous les passants qui viennent, tous les gens qui vont venir, voir le festival. Alors, cette œuvre, à la base, devait partir le 15 novembre, mais encore le 2 décembre, aujourd'hui, grâce à ce confinement, l'œuvre est toujours sur la maison et on l'espère, en tout cas, met un peu de baume au cœur à tous les gens qui la voient encore au quotidien. Voilà un peu les derrière et les coulisses de ce projet. Donc, bien sûr, tous ces carrés ont été assemblés un par un pendant cette année. Le confinement nous a beaucoup aidés et je remercie encore ici toutes les bénévoles de l'association parce que assembler 28 000 petits carrés, eh bien, c'était pas une mince affaire. Mais voilà, le fait qu'on soit chacun chez nous, eh bien, ça nous a un petit peu aidés. Et puis, dans cette année un petit peu spéciale, eh bien, on a allié à la fois le tricot et on a allié aussi le côté de pas savoir forcément de quoi faire dans nos poubelles chez nous. On a invité tous les gens qui le désiraient pendant la première période de confinement eh bien, à sourire. C'est quelque chose un peu simple. Et sourire avec, eh bien, tout simplement en faisant un carré de 10 par 10, en dessinant 2 yeux, une bouche. Et l'idée, c'était que tous ces sourires, les gens nous les envoient en photo sur les réseaux sociaux. Et nous, ensuite, eh bien, on les mettait un petit peu partout. Et surtout, on a un gros réseau d'EHPAD et de maisons de retraite avec le projet Tricote un sourire. Et donc,
assez souvent, on faisait ce qu'on appelait les livraisons de sourires. On envoyait toutes ces photos au format PDF pour que les EHPAD les impriment et les mettent dans les couloirs des maisons de retraite pour faire aussi sourire les personnes qui ne voyaient pas grand monde. Voilà. Et puis, la dernière, eh bien, c'est aussi une autre opération qu'on a fait ce coup-ci avec la ville de Rouen. C'était la fête des voisins, qui est logiquement une fête très conviviale, mais qui, cette année, était… Alors, en demi-teinte, on était déconfinés, mais fin mai, ce n'était pas non plus la grande fête. Donc, on a invité les gens à faire des sourires chez eux et on a essayé eh bien, que notre chère ville garde le sourire. Merci à tous et vive les déchets. Vive les déchets réutilisés et qui ont évidemment une deuxième, une troisième et une quatrième vie. Alors, vous pouvez enlever, merci pour ce merci, vous pouvez enlever le document partagé. Merci à vous, merci pour votre présentation. Y a-t-il des questions? J'ai vu dans le fil là, du chat un questionnement autour de que faut-il réunir pour implanter une ressourcerie. Il y a un débat là sur le chat et c'est parce que j'invite tout le monde à finalement à poser aussi après les questions parce qu'on est aussi diffusé sur la chaîne YouTube et ils ne voient pas le chat qui est sous nos yeux. Un seuil de combien d'habitants pour développer une ressourcerie? Il y avait une question autour de ça. Est-ce que Bruno peut-être peut répondre ou Sophie, peu importe. Je vais laisser la parole à Bruno, mais moi, quand j'ai pensé créer la ressourcerie, j'ai commencé à y penser en 2006. J'ai rencontré pour la première fois la métropole en 2010 et mon projet, entre l'étude de faisabilité qui a été faite de septembre 2013 à juin 2014, il s'est écoulé pratiquement 10 années. Dont au moins 3 très grosses années de préparation, de rencontres d'élus, de dossiers, de financement, dont la métropole qui nous a financé pendant 3 ans pour permettre de payer nos charges locatives, puisqu'il faut des grands locaux pour ouvrir une ressourcerie. En tout cas, c'est un projet. Au départ, tu as une utopie de projet et après, il faut que tu t'entoures de gens compétents comme l'adresse, après, donc, avec les services déchets de la métropole, etc. Donc, c'est un gros accompagnement. Et donc là, maintenant qu'on a un coordinateur des acteurs du réemploi et de la réutilisation en Normandie, où il y a déjà 12 ressourceries qui ont été accompagnées par Bruno et qui sont déjà ouvertes, donc aussi financées par la région et par l'ADEME. En effet, pour un projet, une émergence de projet, il faut s'adresser au coordinateur du réseau des ressourceries de Normandie. Je te laisse prendre la parole. Il n'y a pas de cadre, Stéphane. On dit souvent que sur un territoire de 30 à 35 000 habitants, on peut poser une ressourcerie, en fait, poser un service de réemploi. Mais il y aura une caractérisation quand même par rapport aux déchets pour voir le volume de déchets à réemployer, hein, parce que c'est quand même l'activité propre de la structure. Pour quelques exemples, le territoire de Saint-Lô, où il y a 50 000 habitants, en fait, la ressourcerie rayonne sur 50 000 habitants. Aujourd'hui, en création d'emplois, ils sont 43 emplois créés sur 50 000 habitants. Moi, ça me pose question aussi de voir des grands territoires, de grandes métropoles, avoir une ressourcerie, alors qu'il pourrait y en avoir 2, 3, ou avoir des dimensionnements qui sont totalement différents. Et qu'il faut aussi apporter ce service de proximité à l'usager. Et c'est l'avantage aussi de ces métropoles-là, de pouvoir mutualiser en fait des moyens, mais d'avoir des pôles ressources en fonction des quartiers. Très bien, merci pour ta précision. Je ne vois pas de main se lever ni de questions là sur le chat. Est-ce que Gert a apprécié la présentation de la ressourcerie Résiste et de Mathilde avec tout ce qu'elle fait avec les déchets du quotidien?
parce que je trouve que ça allait vraiment en consonance avec ce que l'on fait sur Rouen et la métropole. Gert, est-ce que ça vous a parlé? Ça vous a parlé, cette présentation? Es ist sehr interessant und inspirierend, das zu sehen. Und ich glaube, da sind noch viel mehr Ideen, die im Hintergrund sind. Und da möchte ich gerne ins Gespräch kommen. Alors, pour lui, c'est évidemment très intéressant, très inspirant, dit-il. J'ai essayé de traduire le plus possible. Il y avait beaucoup d'informations, mais je pense qu'il a, comme il vient de ce milieu, il a compris déjà beaucoup de choses avec les présentations. Et il a l'impression qu'il y a beaucoup de projets qui pourraient être quand même faits en commun et qu'il espère pouvoir avoir des discussions avec beaucoup d'entre vous après, au-delà de cette journée ou cette soirée. En tout cas, nous, on attend l'invitation pour faire un réseau avec les quelques acteurs du réemploi, de la réutilisation et de l'upcycling pour venir déjà dans son lieu qui a l'air très sympa et très insolite. Donc, je traduis rapidement. Donc, ils attendent l'invitation pour die warten auf die Anleitung, hierher zu kommen. Die fragen sich, also die wollen wirklich das hier besichtigen. C'est insolite, mais c'est pas chauffé par contre. Hein. Nous non plus, nous non plus. Une ressourcerie, c'est inchauffable, donc c'est des grands hangars. Nous, on est sur 1350 mètres carrés de locaux. Bon, par contre, on a une boutique très jolie et là, on a une boutique que l'on chauffe parce que c'est pas possible de recevoir les clients. Mais la boutique fait 250 mètres carrés chauffés, mais le reste n'est pas chauffé, donc on commence à avoir froid. Alors, moi, j'aurais une question pour nos amis allemands. Je crois comprendre que dans votre structure, Gert, vous n'avez pas de salariés, alors que Sophie a expliqué, elle, dans sa structure, qu'il y a des salariés d'insertion, mais pas que. Il y a aussi des emplois qui ne sont pas aidés. Tout à fait. Donc, est-ce alors j'ignore le fonctionnement allemand de ce point de vue-là, est-ce qu'il existe des politiques d'insertion, c'est-à-dire des emplois aidés pour que des personnes qui sont loin de l'emploi puissent retourner via ces emplois aidés vers l'emploi, puissent avoir des formations et repartir sur un chemin plus heureux de salariés? Est-ce que ça existe en Allemagne? C'est au niveau fédéral? C'est au niveau du Land? Comment ça fonctionne? Parce que est-ce qu'on pourrait imaginer que votre structure ait aussi des salariés? Alors, die große Frage ist, dass hier alle Leute nicht also ehrenamtlich arbeiten und ob man sich überlegen könnte, dass man, wenn die Leute, die hier arbeiten, die vielleicht lange Arbeitslosen waren, dass sie dadurch einen Weg finden, um wieder wieder Fuß zu fassen im normalen Arbeitsleben. Ob das gedacht ist hier oder gar nicht? Das ist hier nicht so gedacht, dass arbeitslose Menschen neu beschäftigt werden, weil es hier in Hannover ähnliche Initiativen gibt, mit denen wir gerne kooperieren. Also zum Beispiel das eine Bild, was ich gezeigt habe, wo ich das Material bekommen habe. Das ist ein Unternehmen mit 120 Mitarbeitern, die so eine soziale Arbeit machen, die eine Arbeitsbeschäftigung erhalten. Alors, en fait, ici dans cette ressourcerie, effectivement, il n'y a que des bénévoles qui travaillent et pas du tout de salariés. Par contre, cette question de la réinsertion en travaillant ici, c'est une question qui s'est posée, mais alors ils ne le font pas ici. Par contre, les associations avec lesquelles ils travaillent, par exemple de récupération des objets et des matériaux, à un moment, dans la présentation qu'il a montrée, il y a une grosse association avec laquelle il travaille qui a cette vocation à à employer des gens au chômage depuis très très longtemps et à les aider à retrouver une vie professionnelle à peu près normale avec ça. Mais ici, ça ne se fait pas. Voilà, plutôt avec les partenaires avec lesquels il travaille.
Je voudrais… Courtois, oui. Oui, je voudrais réagir parce que quand on me demandait combien de temps j'avais mis pour créer la ressourcerie, moi j'étais éducatrice de rue pendant 15 ans et c'est avec ce travail de rue que j'ai commencé à réfléchir sur ce concept de récupération et de valorisation. Et donc j'étais avec des habitants qui étaient très très éloignés de l'emploi, des femmes, des hommes. On a commencé à récupérer des meubles dans la rue, on a monté un atelier bois. On a réparé ces meubles, etc. Et on a fait un groupe économie sociale et solidaire. Et l'argent qu'on récupérait, on faisait financer des vacances pour que les familles puissent partir en vacances. Et en effet, cette vocation sociale qu'on a à Résiste, et le conseil d'administration y tient bien évidemment, et on le garde. Et du coup, nous, dans la ressourcerie, on fait des tarifs sociaux pour les personnes qui ont vraiment très très peu de moyens, pour qu'ils puissent avoir des biens d'équipement vraiment, ceux qui sont indispensables, lits, bureaux, chaises, etc., à très très bas coût, voire des fois on donne si besoin. Et moi j'ai beaucoup aimé dans la présentation de Gert, c'est qu'à un moment donné, il fabrique des lits superposés pour des familles et que les familles fabriquaient avec lui. Et moi, c'est si un jour j'ai suffisamment d'espace pour créer un atelier où on peut avoir 30 ou 40 personnes en même temps, c'est le projet que je portais au départ. C'est vraiment animer des ateliers avec des personnes qui vont fabriquer eux-mêmes leurs meubles. Et du coup, là, il n'y a pas forcément une histoire d'échange d'argent. Et justement, pour ces gens qui en ont besoin. Et je trouvais vraiment cette présentation tout à l'heure, c'est ça qui m'a le plus ému et touchée. Cette vocation sociale du réemploi et de la réutilisation. J'ai juste envie de rebondir et je vais tout à fait dans le sens de Sophie. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on parle de SS et des réemplois et d'environnement, mais en tout cas, particulièrement dans l'aventure Tricote un sourire, c'est la création du lien social et la dynamique finalement que ça crée qui est finalement la réelle magie. Et même si l'économie circulaire est une certaine magie, c'est vraiment cette dynamique. Aujourd'hui, on a des milliers de tricoteurs qui tricotent en France et un peu maintenant dans le monde entier. Et c'est ce qui nous rassemble. C'est cette magie, en fait, qui fait que… qui est le lien. Et qui, je crois, nous a permis de tenir un peu cette année. Tout à fait. Alors, y a-t-il des interventions, des questions? Redonner du pouvoir d'agir. Oui, donc… si tu as repéré une question, il faut la lire. Pour que oui, donc Bruno marque, en effet… pardon, c'est en tout cas, voilà, que ce soit sur des ateliers d'aérogommage, des ateliers d'upcycling, de sensibilisation ou même d'achat responsable dans les boutiques des ressourceries, c'est en effet, c'est redonner du pouvoir d'agir aux habitants. Et ce pouvoir d'agir, en effet, tisse du lien. Enfin, moi, depuis mes études d'assistante sociale, c'était du mouvement du développement social local. Du développement social local, c'est partir des besoins des habitants et grâce à ces besoins identifiés, on monte des projets et on devient acteur et on permet aux habitants d'être acteurs. Et ça, les ressourceries sont en tout cas dans ce concept-là, Cité Môme et Gert à Hanovre. Donc sur la question, le Covid a vu arriver, suite au confinement et aux freins du tout vite, de nombreux porteurs de projets souhaitant de changer de vie professionnelle. Il y a énormément de gens. Moi, j'ai eu récemment un ami qui se posait plein de questions aussi et qui savait pas si sa vie professionnelle valait encore le coup. Et en effet, il y a toute cette réflexion et comment la collectivité, elle anticipe cette évolution de tous ces gens qui ont envie d'aller vers un travail qui donne du sens et qui porte des valeurs. Alors, moi, j'ai une question qui me vient là sur la réduction des déchets.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les lois qui existent et les obligations qui sont données sur la nécessité de réduire les déchets? C'est quoi la règle qui est édictée, par exemple en France, sur il est nécessaire pour préserver l'environnement que tant de tonnes de déchets ne soient pas incinérés et soient utilisés autrement? Est-ce qu'il y a des règlements, des lois qui régissent ça? C'est la loi AGEC, Stéphane. C'est la loi AGEC, donc anti-gaspillage et économie circulaire, qui va poser un cadre en fait, de réduction des déchets. On parle beaucoup de déchets ménagers, mais on parle aussi de plastique, des emballages à usage unique. Là, normalement, sur les emballages à usage unique, en 2040, ça ne devrait plus exister. Mais on se met des programmes de 4 à... L'État se donne des programmes de 4 à 5 ans avec des objectifs de réduction. Après, la réduction des déchets, en tout cas, favoriser le réemploi et le recyclage, donc réduire les déchets, ça restera inscrit dans les cahiers des charges des éco-organismes. Et donc, ces agréments qui sont donnés toutes les 6 années, en fait, avec des objectifs de réemploi et de recyclage de matière. Et moi, je voudrais rajouter quelque chose là-dessus, c'est que donc nous, on a un fort partenariat avec l'ADEME, que ce soit ADEME Normandie ou ADEME National, et l'ADEME donne énormément de consignes et édicte aussi des rapports, et l'ADEME accompagne les collectivités justement en leur disant qu'il faut qu'elles créent des ressourceries, parce que il y a une loi quand même qui oblige les syndicats de traitement des déchets de diminuer l'enfouissement et l'incinération sur les prochaines années, et normalement on doit aller au moins à 40% de moins d'enfouissement et d'incinération des déchets. Et parce que c'est excessivement polluant, hein. 1 tonne incinérée, c'est 1 tonne de CO2 dans l'atmosphère. Et ce qu'on enfouit, c'est les 3e ou 4e générations qui vont les retrouver à un moment donné quand ils vont vouloir construire leur maison. Oui, il y a l'ADEME qui édicte des rapports et qui impose après aux collectivités, en tout cas qui accompagne les collectivités qui sont en charge de la gestion des déchets, de monter des projets ressourceries et d'autres structures comme les Repair Cafés, comme des structures comme la réparation du vélo, enfin, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'infos sur le site de l'ADEME, que ce soit ADEME Normandie ou ADEME National. Mais en effet, il y a des lois qui imposent. Et quand vous achetez un ordinateur neuf, vous payez une écotaxe. Quand vous achetez un meuble neuf, vous payez une écotaxe. Et cette écotaxe finance les éco-organismes. Et les éco-organismes, après, on a des conventions avec eux. Et nous, quand un meuble, on ne peut plus le vendre, il est remis dans la benne de l'éco-organisme et elle finance cette filière de recyclage pour que ça soit des copeaux de bois, enfin, que ça parte pas en incinération. Mais comme disait Bruno tout à l'heure, le recyclage crée beaucoup moins d'emplois que le réemploi. Donc, il faut vraiment aller vers des choses que l'on peut utiliser plutôt que des choses que l'on va mettre en filière de recyclage. Si je peux me permettre, Stéphane. Non, alors par contre, Bruno, il faut que tu te déplaces vers le micro parce qu'on n'entend pas assez. Si je peux me permettre, en fait, ces données-là, vous les avez sur les plans nationaux, les plans régionaux, les plans locaux de prévention et de gestion des déchets, où tous les objectifs qui sont donnés en fait aux régions, hein, et donc après aux collectivités et aux syndicats, viennent de l'État. C'est une redescente en fait des objectifs sur un territoire. Et on voit bien sur la réduction, en tout cas des déchets ménagers, là on va pas parler forcément de réemploi, mais on a vu les effets positifs des tests maison zéro déchet, où les personnes ne sortaient pratiquement plus de poubelles, parce qu'il n'y avait plus l'emballage, parce on était sur le gaspillage alimentaire, on l'avait réglé, voilà, et que du coup le poids de la poubelle
qui normalement allaient à l'enfouissement ou à l'incinération, avait fortement diminué. Donc là, on parle beaucoup de réduction des déchets. C'était le sujet. Je pense qu'il faut faire beaucoup de prévention, en fait. Et qu'on est tourné sur toute cette partie prévention à la gestion des déchets, comment ne pas produire un déchet, et donc comment ne pas avoir à le gérer par la suite. Ouais. Je voudrais répondre à une réflexion qui a été écrite dans le chat. Le problème est que l'incinération est valorisée énergétiquement. Donc, le risque, c'est que les collectivités ne s'engagent pas dans la réduction s'ils incinèrent plus. Alors, moi, pour donner un exemple, sur la métropole, pour le moment, Résiste, elle a une capacité de gestion de maximum 300 tonnes par an collectées, valorisées. On valorise à peu près 84% de ce que l'on collecte. Pour avoir quelques chiffres, c'est des milliers de tonnes qui sont incinérées chaque année à l'usine d'incinération de la métropole. Donc, vous voyez qu'on est loin pour le moment d'être gênant par rapport à l'incinération. Il y a une telle quantité d'encombrants qui sont jetés sur les trottoirs et qui sont absolument pas réutilisables. Des textiles par tonnage, mais c'est des milliers de tonnes de textiles sur le territoire français qui partent en incinération. Les usines d'incinération, elles tournent 24 heures sur 24 et pour le moment, elles n'ont pas de problème pour faire tourner leur usine. Et en effet, pour chauffer les villes comme celle qu'il y a sur la métropole et qui chauffe Grand Quevilly et peut-être d'autres, parce que bon, là, j'ai pas toutes les infos. Mais voilà, la capacité Résiste sur la métropole, on peut essaimer à peu près 10 Résistes, puisqu'on voit qu'une ressourcerie, c'est pour à peu près 30 000 ou 40 000 habitants. Il y a du potentiel de gisement pour la ressourcerie et pour le réemploi, la réutilisation. Et il y a, je pense, toujours du potentiel pour incinérer. Même si cette question pose évidemment la question du calibrage des fours d'incinération. Qui polluent. Et donc, effectivement, là, il y a des choix qui avaient été faits il y a quelques années qui peut-être ne correspondent plus à ce qu'il faudrait faire compte tenu de la problématique et de la prise en compte des enjeux autour du réchauffement climatique et du dérèglement climatique. Et donc, il y a nécessairement des évolutions à mener dans ces politiques-là. Ça, c'est tout à fait exact. Ouais. Et je pense que donc les gens ne doivent pas s'inquiéter s'ils amènent un meuble à Résiste, c'est pas grave. Enfin voilà, il sera pas incinéré, il sera réutilisé, relooké peut-être, et sinon recyclé s'il n'est absolument pas, s'il n'y a pas de potentiel de réemploi. Mais bon voilà, il y a pour le moment un énorme potentiel de gisement. J'avais juste une petite remarque à faire par rapport à tout ce qui a été dit et particulièrement à ce que Sophie vient de dire. Je pense que quand on parlait de quête du sens aujourd'hui, nous, on l'a assez vite vu à très petite échelle, mais lors du premier confinement, quand on a pu réouvrir notre association début juin, on faisait des permanences le mercredi, alors pas pour faire des ateliers, mais pour faire du lien social, justement, de voir les gens. Et justement, à ce moment-là, on a proposé à tous ceux qui le souhaitaient, vu que pendant le confinement, je pense qu'on a tous fait un peu de rangement, on avait le temps, et bien justement d'encourager soit d'aller à Résiste pour les grosses choses et puis pour les petites choses de venir nous voir. Et en fait, on a été un peu pris par surprise du succès qu'a eu notre annonce. Alors déjà, on a eu la chance d'avoir été relayé par la ville de Rouen, par la presse. Et donc, on a eu des kilos et des kilos de déchets qui sont arrivés à l'association. Mais malgré un petite problématique de stockage, je ne vous le cache pas. Ce qui était vraiment super, c'était que les gens, en fait, se sentaient acteurs et justement avaient ce sourire de prendre du sens à être acteurs de cette démarche. Bien que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, mais il y avait quand même cette prise en compte, et je trouve que c'est vraiment ça qui est positif dans cette année,
c'est cette prise en compte et en tout cas de trouver des solutions. Et heureusement, sur notre territoire, il y en a plein. Oui. Je voudrais rajouter par rapport à ce que vient de dire Mathilde, c'est que nous, pareil, fin juin, début juillet, notre hangar était archi plein. Je mettais quasiment les salariés en danger et il a fallu arrêter les apports pendant 2 semaines pour pouvoir déstocker, mettre en boutique, parce qu'il y a eu une réelle prise de conscience. Ce que je vous disais dans les aspects positifs liés à ce confinement, c'est qu'il y a eu une réelle prise de conscience. Et quand on dit aux gens, on est désolé, on ne peut pas prendre ce que vous nous apportez, mais ils sont désespérés de savoir qu'ils vont aller le mettre en déchetterie et que ça va partir en incinération. Donc, et moi, on m'engueule en disant, mais attendez, on vous le donne et en plus, on veut que vous le redonniez à d'autres et que ça resserve à d'autres. Ben oui, mais à un moment donné, quand l'espace de stockage est archi plein, on ne pouvait pas le faire. Donc, il y a une réelle prise de conscience et les gens sont ravis d'apporter et de savoir que ça va servir à d'autres. Alors, il y a une prise de conscience, je la constate aussi, mais notre société, et nos concitoyens et nous-mêmes sommes aussi pleins de paradoxes, puisque parallèlement, beaucoup consomment aussi sur Amazon. Il faut expliquer les choses, que par exemple, le projet d'Amazon, c'est potentiellement un hangar avec 330 000 colis par jour sur 160 mètres carrés. Combien on pourrait mettre de ressourceries dans 160 mètres carrés avec évidemment ce type de consommation entraîne beaucoup de camionnettes sur la route avec la volonté de réduire la durée de livraison, c'est-à-dire des camionnettes qui finalement roulent presque à vide avec 1 ou 2 colis. Donc il y a quand même une forme d'aberration. Et donc, il faut être extrêmement vigilant à ce type d'économie qui se fixe comme objectif de ne pas rester dans la concurrence, mais de détruire les concurrents par une politique de prix bas. Et c'est possible parce que ces gens-là ne payent pas leurs impôts. Et donc, c'est finalement le bien commun qui est attaqué, puisque l'évasion fiscale a évidemment des conséquences sur les budgets de nos nations. Et donc, il est normal que chacun contribue à sa hauteur au bien commun et à la nécessité de construire ce qui peut nous rassembler et de ne pas être uniquement obsédé par le profit à court terme. Et l'économie sociale et solidaire, si elle a besoin de trouver un modèle économique, c'est très important, est évidemment a besoin donc de ce modèle économique et s'intéresse évidemment aux chiffres, a besoin de faire de l'argent, mais elle ne pense pas qu'à cela. Évidemment, le lien social, évidemment, le fait de prendre soin de la planète sont des préoccupations de cette économie, mais de plus en plus, il y a toute une partie dans la société de personnes qui ne sont pas nécessairement issues de l'ESS qui en prennent de plus en plus conscience, et ça, c'est effectivement plutôt une bonne chose. Donc, je vais vous proposer de terminer parce qu'il est 19h59 et on s'arrête à 20h. Le petit mot de conclusion de l'équipe qui a organisé ça, ce débat ce soir, après un petit mot d'au revoir à Gert, et je vous propose évidemment de conclure et je pourrais expliquer les 2 webinaires suivants. Donc, un petit mot de conclusion très court. Bon, alors, un petit mot de conclusion très court, mais bon, c'est vrai que dans le chat, il y a quelqu'un qui parle du manque de communication de la métropole. Donc là, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque moi-même, depuis 5 ans, je travaille avec la métropole Rouen-Normandie et aussi avec la COP21 sur énormément d'actions de sensibilisation. Il faut aller sur les sites. En plus, il va y avoir maintenant de la collecte d'encombrants à domicile. Nous, on développe aussi des collectes de mobilier professionnel pour que les associations achètent du mobilier professionnel d'occasion plutôt que du réemploi, puisque les entreprises se débarrassent de leur mobilier pro et que du coup, on peut avoir des bureaux à pas cher ou des armoires métalliques à pas cher.
Juste pour la conclusion, moi j'étais ravie qu'on soit tous ensemble ce soir avec le collectif normand, avec Cité Môme, avec Gert à Hanovre et avec, je sais pas, je sais plus le prénom de la jeune femme qui nous a traduit. Je vous remercie. Laure, donc il y avait bien 2 Laure, j'étais pas sûre. Et donc merci beaucoup. J'espère que énormément de gens regarderont de nouveau en replay ce direct sur YouTube. Et voilà, consommez différemment et n'oubliez pas qu'un déchet évité est celui qu'on ne produit pas. Très bien, merci Sophie. Alors, je vais donner le mot de la conclusion à Gert. C'est Gert, notre invité, qui sera chargé de parler en dernier. Mais avant cela, je voudrais vous inviter demain à 18h30, puisque nous avons encore un webinaire avec une thématique fondamentale de manière récurrente dans l'ESS, mais peut-être encore plus fondamentale dans le moment que nous vivons, le moment Covid que nous vivons. Quelle réponse l'ESS apporte à l'isolement des personnes, avec Joël Bordet qui est psychosociologue, Daniel Boutout qui représente le Secours populaire, Patrick Lepage qui représente l'entreprise d'insertion L'Abeille et Caroline Dutartre qui est adjointe au maire aux affaires sociales et à l'insertion à la ville de Rouen, et de vous inviter vendredi. Nous avons encore donc 2 webinaires. Vendredi à 18h30, toujours, de la fourche à l'assiette pour une sécurité sociale de l'alimentation, avec une conférence gesticulée un peu réduite de Mathieu Dalmet, avec la présence de Benoît Leclerc qui est à l'origine de ce contenu et qui représente le réseau des AMAP au Normand, Grégory Lamar qui représentera Intermed Emploi et Yves Sauré qui est membre du bureau de la métropole chargé de l'alimentation, et Jean-Michel Bérégovoy qui est adjoint au maire de la ville chargé de la résilience. Donc je vous invite à ces 2 webinaires, et Gert Schmidt, je voudrais vous saluer et encore une fois merci pour votre présence. Auf Wiedersehen, et j'espère bien entendu que nous allons pouvoir travailler ensemble. Et Gert, je vous laisse le mot de la conclusion. Es war sehr interessant und erschreckend zu sehen, dass es in anderen Teilen von Europa die gleichen Probleme gibt. Aber es war gut zu hören, und ich freue mich sehr, es zu hören, dass viele Menschen oder dass ihr in Rouen auch gute Ideen habt, wie wir damit umgehen. Alors, évidemment, il vous remercie, il est très, très heureux d'avoir pu participer, c'est très intéressant pour lui. En même temps, c'était un petit peu terrifiant de voir que les problèmes sont les mêmes, donc ça ne va pas forcément tellement mieux de l'autre côté, en France. Et en même temps, toujours quand même ce côté positif qui voudrait faire passer que vous avez de très bonnes idées et qu'il en a aussi, et qu'il espère justement que toutes ces bonnes idées ensemble pourront faire un beau projet peut-être pour 2021. Voilà, essayer de réduire un peu plus les déchets au niveau européen. En tout cas, entre Rouen et Hanovre, c'est son objectif. Tschüss. Vielen Dank. Au revoir. Au revoir. Auf Wiedersehen. Au revoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Et au revoir Laure. Au revoir. Salut Guillaume. Salut Sophie. À bientôt. Bisous. Ich wollte euch hier noch einen Screenshot machen gerade.